Je m'appelle Hélène et à 32 ans, j'ai enfin ouvert Sweet Gathering, la pâtisserie dont je rêvais depuis l'enfance. Après avoir envoyé des invitations personnelles à toute ma famille, je me suis retrouvé seul dans une boutique vide, regardant Instagram se remplir de photos de la fête de promotion de ma sœur Rosie. La même fête que chaque membre de ma famille a choisi au détriment de mon inauguration. Alors que je fermais à clé, retenant mes larmes, mon téléphone a vibré avec un texto de papa. Nous devons discuter de la pâtisserie. Avant que je vous raconte comment ma famille a brisé mes rêves en ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti invisible pour les personnes qui devraient le plus se soucier de vous. J'ai grandi à Portland, en Oregon, dans une famille où le succès n'était pas seulement attendu, mais exigé. Mon père, James, a bâti sa réputation en tant qu'avocat impitoyable chez Whitman & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du Nord-Ouest Pacifique. Il s'est spécialisé en droit des sociétés, représentant des clients dont les noms apparaissaient régulièrement dans les magazines d'affaires. Papa travaillait 80 heures par semaine, manquait la plupart de mes événements scolaires, mais ne manquait jamais de nous rappeler que ses sacrifices étaient ce qui mettait de la nourriture sur notre table et maintenait notre position dans la société. Ma mère, Diane, réussissait à équilibrer sa carrière d'administratrice d'hôpital avec le maintien du statut social de notre famille. Elle gérait notre foyer avec une efficacité clinique, planifiant nos activités avec la même précision qu'elle utilisait pour organiser les services de l'hôpital. Chaque réussite méritait une coche dans son registre mental des réussites familiales, avec des points supplémentaires attribués pour les accomplissements qui pouvaient être mentionnés lors de galas de charité ou de brunch au country club. Puis il y avait mes frères et sœurs, tous deux des incarnations vivantes de la définition du succès de mes parents. Mon frère aîné, Tyler, maintenant âgé de 35 ans, a suivi les traces de papa dans le monde à haute pression de la finance. À 25 ans, il était déjà banquier d'investissement à New York, envoyant des cadeaux coûteux mais impersonnels pour les anniversaires et faisant de brèves apparitions aux vacances, parlant toujours d'affaires et de tendances du marché que je comprenais à peine. Ma sœur cadette, Rosie, 29 ans, était le prodige du marketing. Elle a gravi les échelons de l'entreprise chez Tech Fusion, l'une de ces entreprises de technologie branchées avec des poufs et du café infusé à froid à volonté. Maman et papa rayonnaient de fierté à chaque promotion, chaque augmentation de salaire, chaque avantage d'entreprise que Rosie exhibait sur ses réseaux sociaux soigneusement organisés. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu avec de la farine perpétuellement sous les ongles. Mon histoire d'amour avec la pâtisserie a commencé quand j'avais 8 ans dans la cuisine de ma grand-mère Elisa. Tandis que mes parents poussaient Tyler et Rosie vers les compétitions académiques et les stages prestigieux, grand-mère Elisa m'apprenait à sentir la consistance parfaite de la pâte entre mes doigts. Quand j'étais stressé par l'école, elle m'invitait dans sa petite maison en périphérie de la ville, et nous passions des heures à pâtisser ensemble. La pâtisserie, c'est de l'amour rendu visible, disait-elle, ses mains guidant les miennes alors que nous formions des brioches à la cannelle. Quand quelqu'un prend une bouchée de quelque chose que tu as préparé, il goûte ton cœur. Ces mots se sont logés dans mon âme et y ont pris racine. Pendant que mes frères et sœurs collectionnaient les trophées et les certificats, je collectionnais les recettes. Je documentais chaque technique que grand-mère Elisa m'enseignait dans un carnet spécial, ajoutant mes propres adaptations dans les marges. J'expérimentais avec les saveurs et les textures, apportant mes créations aux ventes de pâtisserie de l'école où elles se vendaient toujours en premier. Ma famille considérait ma passion comme mignonne, mais sans conséquence. C'est un joli passe-temps, Hélène, disait ma mère, en insistant sur le mot « passe-temps », sur ce ton particulier qui indiquait clairement qu'il ne fallait pas le confondre avec une carrière. Mais tu dois te concentrer sur des activités qui construisent tes dossiers de candidature pour l'université. Pendant ma 3e année de lycée, j'ai commencé à travailler à la pâtisserie de Belay après l'école. Madame Belay, la propriétaire, est devenue mon 2e mentor. Là où grand-mère Elisa m'a enseigné des recettes traditionnelles transmises de génération en génération, Madame Belay m'a montré le côté commercial de la pâtisserie. Elle m'a appris les marges bénéficiaires, la gestion des stocks et le service à la clientèle. Plus important encore, elle m'a montré que mon rêve pouvait être une carrière viable. Tu as de la magie dans les mains, m'a dit Madame Belay après m'avoir regardé décorer un gâteau de mariage particulièrement difficile. Tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Ne laisse jamais personne te convaincre que ton talent n'est qu'un passe-temps. Quand la saison des candidatures universitaires est arrivée, mes parents m'ont poussé vers des programmes de préparation aux études de médecine. Tu as toujours été doué en chimie, raisonnait mon père, comme si mon talent pour équilibrer les saveurs et comprendre les réactions chimiques en pâtisserie se traduisait d'une manière ou d'une autre par un désir de devenir médecin.
J'ai fait un compromis en me spécialisant en commerce avec une mineure en sciences de l'alimentation, pensant que cette combinaison me préparerait à mon véritable objectif tout en apaisant mes parents. Pendant ma 2e année d'université, grand-mère Elisa est décédée. À la lecture de son testament, j'ai été surprise d'apprendre qu'elle m'avait laissé son modeste compte d'épargne. À Hélène, indiquait le testament, qui comprend que les ingrédients les plus importants dans n'importe quelle recette sont la passion et l'amour. L'héritage n'était pas suffisant pour ouvrir une pâtisserie immédiatement, mais c'était un capital de départ, un vote de confiance de la seule personne qui avait toujours cru en mon rêve. Après l'université, tandis que mes frères et sœurs lançaient leurs impressionnantes carrières, j'ai cumulé 3 emplois pour économiser de l'argent supplémentaire pour ma pâtisserie. J'étais barista le matin, assistante de bureau pendant la journée, et je préparais des gâteaux et des pâtisseries sur mesure depuis la cuisine minuscule de mon appartement les week-ends. Ma famille considérait cette phase comme ma période de recherche de soi, s'attendant à ce que je finisse par abandonner et poursuivre une vraie carrière. Les candidatures à la faculté de droit sont toujours une option, mentionnait papa nonchalamment pendant les dîners de fête. Mon cabinet est toujours à la recherche de jeunes associés brillants. L'hôpital a un programme de formation en gestion, ajoutait maman. Je pourrais glisser un mot en ta faveur. Mais ma vision pour Sweet Gathering devenait plus claire d'année en année. Je ne voulais pas n'importe quelle pâtisserie. Je voulais un lieu qui incarne la chaleur que je ressentais dans la cuisine de grand-mère Elisa, un lieu de rassemblement où les gens pourraient se connecter autour de mes délicieux faits avec soin. J'imaginais un espace avec des sièges confortables, où les voisins deviendraient des amis, où les familles créeraient des traditions autour de mes spécialités saisonnières. Je voulais des vitrines remplies de créations innovantes et de classiques perfectionnés, y compris de nombreuses recettes de grand-mère Elisa. Pendant 7 ans après l'université, j'ai travaillé et économisé, recherché des emplacements, affiné mon plan d'affaires et enrichi mon portefeuille de recettes. Chaque étape me rapprochait de mon rêve, même si ma famille continuait de le considérer comme une phase dont je finirais par me lasser. Après des années de recherche, j'ai finalement trouvé l'emplacement parfait pour Sweet Gathering. C'était une boutique de coin de rue dans un quartier en pleine revitalisation, avec de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle. Le bâtiment avait du caractère, avec des murs en briques apparentes et des planchers de bois franc d'origine qui nécessitaient une rénovation mais seraient magnifiques avec un peu de travail. Plus important encore, c'était dans mon budget, grâce à l'héritage de grand-mère Elisa et à mes années d'épargne dévouée. Quand j'ai appelé ma famille pour partager la nouvelle excitante de la signature du bail, leurs réactions ont été exactement comme je m'y attendais, mais néanmoins décevantes. Un bail commercial dans cette économie ? La voix de papa avait le même ton que celui qu'il utilisait pour discuter d'investissements risqués avec ses clients. Envoie-moi les papiers avant de signer quoi que ce soit. Mieux encore, je pourrais investir dans cette entreprise et aider à la guider correctement. Je savais ce que cela signifiait. L'investissement de papa viendrait avec le contrôle, sa vision supplantant la mienne jusqu'à ce que Sweet Gathering devienne méconnaissable de mon rêve. La réponse de maman fut tout aussi décourageante. Chérie, l'industrie de la restauration a un taux d'échec si élevé. Il n'est pas trop tard pour postuler à des études supérieures. J'ai croisé le docteur Levançon la semaine dernière et il a mentionné que leur programme d'administration hospitalière accepte encore des candidatures. Quand j'ai appelé Rosie, ses compliments déguisés étaient plus blessants qu'une critique ouverte. Waouh, tu vas à fond avec le truc de la pâtisserie. C'est tellement courageux de ta part. Je ne pourrais jamais risquer ma sécurité financière pour un projet passion, mais c'est ce qui te rend spécial, n'est-ce pas? Tu as toujours suivi ton propre chemin. Tyler était le plus difficile à joindre, toujours entre 2 réunions ou 2 vols. Quand je l'ai finalement eu au téléphone, sa réponse a été brève et axée sur les affaires. Envoie-moi ton plan d'affaires et tes projections sur 5 ans. As-tu tenu compte des pertes de la première année? Quel est ton budget marketing? As-tu testé la résistance de ton modèle financier? Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, juste un scepticisme immédiat et une supposition d'échec. Malgré leur réaction, je me suis lancé à corps perdu dans la préparation de l'espace. J'ai coordonné avec les entrepreneurs pour les rénovations nécessaires, navigué dans le monde complexe des permis sanitaires et des licences commerciales, et affiné mon menu. Chaque soir, je tombais dans mon lit épuisé mais comblé, un jour de plus vers la réalisation de ma vision. Pendant cette période, j'ai commencé à nouer des liens avec les propriétaires de commerces voisins. Annie de la boutique de fleurs Bloom & Grow à côté passait régulièrement avec du café et des encouragements.
Marcus de la librairie Cornerstone de l'autre côté de la rue m'a offert des conseils marketing et a promis de proposer mes pâtisseries dans son café de lecture. Nous, les nouveaux, devons nous serrer les coudes, a dit Annie un jour alors que nous étions assises sur des seaux de peinture dans mon espace à moitié rénové. Ce quartier a un réel potentiel communautaire, et des entreprises comme la tienne en seront le cœur. À l'approche du jour de l'ouverture, j'ai créé un menu spécial avec des articles inspirés par ma famille, espérant que les créations portant leur nom communiqueraient ce que j'avais du mal à exprimer avec des mots, que malgré nos différences, il est resté important pour moi. J'ai développé le scone énergétique de James avec de l'espresso et du chocolat noir pour papa, le gâteau élégant à l'Earl Grey de Diane avec une crème au beurre à la lavande pour maman, les brownies aux noix de Wall Street de Tyler avec des tourbillons de fromage à la crème, et les macarons de la prodige du marketing de Rosie dans des couleurs vives et dignes d'Instagram. Au centre de mon plan d'exposition se trouvait un coin spécial dédié à grand-mère Elisa. J'ai encadré sa photo à côté de ses fiches de recettes manuscrites pour les brioches à la cannelle et la tarte aux pommes, les premières recettes qu'elle m'ait jamais apprises. J'ai rénové son vieux rouleau à pâtisserie en bois et les placé sur une étagère sur mesure en hommage à son influence. 3 semaines avant l'ouverture, j'ai envoyé des invitations personnalisées à chaque membre de la famille. J'ai choisi du papier cartonné crème épais avec un gaufrage doré, investissant plus que je n'aurais dû dans le design élégant. Chaque invitation comprenait une note personnelle exprimant à quel point leur présence signifierait beaucoup pour moi en ce jour important. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes avec divers degrés de manque d'engagement. Nous essaierons de venir si le tribunal lève la séance tôt, a texté papa. Je le note, mais les réunions du conseil d'administration cette semaine pourraient se prolonger, a répondu maman. Ça a l'air sympa. Le travail est fou en ce moment, mais on verra ce que je peux faire, fut la réponse de Rosie. Tyler a simplement dit, en réunion cette semaine. Je vérifierai mon calendrier. J'ai essayé de ne pas laisser leur réponse tiède gâcher mon enthousiasme. Peut-être que voir la pâtisserie terminée changerait leur perspective. Peut-être que goûter les créations nommées en leur honneur les aiderait à comprendre ma passion. Une semaine avant mon inauguration, Rosie a appelé avec sa nouvelle. J'ai eu la promotion au poste de directrice principale du marketing, cria-t-elle au téléphone. L'entreprise organise une grande fête samedi prochain pour célébrer. Tout le monde sera là. Tu viendras, n'est-ce pas? Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que sa célébration était prévue le même jour que mon inauguration. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec des messages de mes parents. As-tu entendu la nouvelle incroyable de Rosie? Si fière, a texté maman. Réservation pour dîner chez Morton S après la fête de promotion de Rosie. Table familiale pour 5, est venu le message de papa. J'ai fixé mon téléphone, l'implication était claire. Ils m'avaient automatiquement incluse dans leur plan de célébration pour Rosie sans même reconnaître le conflit avec mon inauguration, dont ils étaient au courant depuis des semaines. Quand je leur ai gentiment rappelé le conflit, les réponses ont été rapides et éclaircissantes. C'est un accomplissement unique dans une vie pour ta sœur, a répondu maman. Tu peux faire une pré-ouverture un autre jour, a suggéré papa, comme si des années de travail et de planification pouvaient simplement être reprogrammées. J'ai ravalé ma déception et me suis concentré sur les derniers préparatifs. Le menu était perfectionné, l'espace était magnifique, les supports marketing étaient distribués, et un petit article était même apparu dans le journal de quartier local. J'ai commandé des ingrédients supplémentaires, préparé des plans de secours et planifié ma journée par tranche de 15 minutes pour m'assurer que tout serait parfait. La veille de l'ouverture, je me tenais dans l'espace terminé, contemplant la réalisation de mon rêve. Les vitrines attendaient d'être remplies de mes créations. Les tables étaient dressées avec de petits vases prêts pour des fleurs fraîches. La machine à café brillait sur le comptoir. Malgré le manque d'enthousiasme de ma famille, j'ai laissé l'espoir fleurir. Peut-être que voir la pâtisserie terminée dans toute sa splendeur changerait tout. Je me suis réveillé à 3h30 du matin le jour de l'ouverture, trop excité pour dormir. Suivant le programme minute par minute que j'avais créé, j'ai commencé à donner vie à ma pâtisserie. La cuisine s'est remplie des parfums réconfortants de vanille, de cannelle et de pain fraîchement cuit alors que je préparais les offres du jour. Chaque pâtisserie était confectionnée avec précision et amour, des délicates tartelettes aux fruits aux pains artisanaux copieux. À cette heure, les vitrines étaient remplies de rangées de pâtisseries parfaitement disposées, chacune étiquetée avec des cartes manuscrites décrivant les ingrédients et l'inspiration. Les créations inspirées par la famille occupaient des positions de choix, prêtes à être appréciées par les personnes même qui les avaient inspirées. À 7h30,
Annie est arrivée avec des arrangements de fleurs fraîches pour chaque table et un bouquet spécial pour le comptoir. C'est la maison qui offre, a-t-elle insisté, me serrant fort dans ses bras. Aujourd'hui est ton jour pour briller. Marcus est apparu peu de temps après avec une pancarte faite à la main pour la vitrine de sa librairie, dirigeant les clients vers l'inauguration. J'ai dit à tous mes habitués de passer, a-t-il dit, posant un petit paquet emballé sur le comptoir. Un cadeau de pendaison de crémaillère pour l'entreprise. Ouvre-le plus tard. Alors que l'horloge approchait de 9 heures, l'heure officielle d'ouverture, j'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de ma famille. J'ai envoyé un texto de groupe avec une photo de la pâtisserie prête, tout est prêt pour l'ouverture. J'espère vous voir bientôt. Aucune réponse. À 9 heures, j'ai déverrouillé les portes, tourné le panneau sur « Ouvert » et accueilli mes premiers clients. Un flot constant de voisins et de curieux a rempli les heures du matin. Ils ont commandé du café, acheté des pâtisseries, et beaucoup sont restés pour savourer leurs friandises aux tables. Les retours étaient extrêmement positifs. Ces brioches à la cannelle sont les meilleures que j'ai jamais mangées, s'est exclamée une femme. Je vais certainement faire de cet endroit mon arrêt matinal régulier, a déclaré un homme en costume d'affaires. Entre le service des clients, je vérifiais constamment la porte et mon téléphone. Chaque fois que la cloche au-dessus de l'entrée sonnait, mon cœur bondissait d'espoir que ce soit un membre de ma famille. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je le vérifiais immédiatement, pour ne trouver que des notifications de fournisseurs de services ou des messages de félicitations d'amis. À 11 heures, j'avais servi plusieurs dizaines de clients, mais les visages que je voulais le plus voir restaient absents. J'ai envoyé un autre texto à ma famille, super affluence jusqu'à présent. Des friandises spéciales avec vos noms dessus vous attendent. Aucune réponse. À midi, pendant une brève accalmie, j'ai consulté les réseaux sociaux et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Mon fil d'actualité était rempli de photos de la fête de promotion de Rosie, qui battait déjà son plein malgré l'heure matinale. Il y avait papa levant une coupe de champagne dans une salle de bal d'hôtel chic. Il y avait maman ajustant la bannière, félicitations directrice Rosie. Il y avait Tyler, apparemment venu par avion pour l'occasion, le bras autour de Rosie alors qu'il posait pour un photographe professionnel. La légende du message de ma mère m'a poignardé le plus profondément, si fière de notre fille qui a réussi. Toute la famille réunie pour célébrer cet incroyable accomplissement. Toute la famille, sauf moi. J'ai rangé mon téléphone et affiché un sourire forcé alors que la foule de l'après-midi commençait à arriver. La première affluence s'était calmée, et bien qu'un filet constant de clients continuait, il était clair que les ventes du jour de l'ouverture n'atteindraient pas mes prévisions. Chaque heure qui passait avec des tables vides ressemblait à un échec personnel, malgré l'enthousiasme sincère de ceux qui sont venus. Une journaliste locale qui avait promis de couvrir l'ouverture est arrivée vers 14 heures. Lucie Chen du Neighborhood Chronicle a observé mes fréquents regards vers la porte et mes sourires de plus en plus vides. La famille n'a pas pu venir, a-t-elle demandé doucement alors qu'elle m'interviewait sur la pâtisserie. J'ai envisagé de mentir mais j'ai opté pour une simple vérité. Ils avaient un autre engagement. Les yeux de Lucie se sont adoucis de compréhension. Elle a réorienté ses questions d'interview pour se concentrer sur ma passion pour la pâtisserie et ma vision de Sweet Gathering comme un espace communautaire. Sa gentillesse a presque brisé mon sang-froid professionnel, mais j'ai réussi à maintenir mon sourire jusqu'à son départ, promettant un article dans la prochaine édition. À 17 heures, la vérité était inévitable. Pas un seul membre de ma famille n'était venu. Pas un seul n'avait même appelé ou texté pendant les heures d'ouverture. Les pâtisseries spéciales que j'avais créées en leur honneur restaient largement invendues, leur carte nominative manuscrite un rappel douloureux de mon espoir naïf. À l'approche de l'heure de fermeture, les clients se sont fait rares jusqu'à disparaître. J'ai commencé le processus de nettoyage avec des mouvements mécaniques, lavant la vaisselle, essuyant les comptoirs et rangeant les pâtisseries invendues. Les ventes de la journée avaient couvert les dépenses de base, mais rien de plus. Les publications sur les réseaux sociaux de la célébration de Rosie continuaient d'apparaître. Chacune était une nouvelle blessure, des vidéos de discours, des photos de cadeaux coûteux, des images de la famille dans laquelle j'étais né, célébrant sans moi. À 18h45, 15 minutes avant la fermeture, mon téléphone a finalement vibré avec un texto de mon père. Nous devons discuter de la pâtisserie. Pas de félicitations, pas d'explications pour leur absence, pas de reconnaissance de mon accomplissement ou de leur promesse non tenue de venir, juste une déclaration professionnelle qui impliquait que des problèmes devaient être résolus. Alors que je tournais le panneau sur « Fermé » et que je verrouillais la porte d'entrée,
les émotions que j'avais réprimées toute la journée ont finalement éclaté. Seul dans ma magnifique pâtisserie, entouré de la manifestation physique de mon rêve et de la preuve de l'indifférence de ma famille, je me suis effondré sur le sol et j'ai sangloté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là à pleurer quand un léger coup sur la vitre m'a surprise. Annie et Marcus se tenaient dehors, des visages inquiets regardant à l'intérieur. J'ai essuyé mes larmes et je les ai laissés entrer. Nous avons pensé que tu pourrais avoir besoin d'amis ce soir, a dit Annie, brandissant une bouteille de champagne. Le premier jour d'activité mérite une vraie célébration, qu'il ait été parfait ou non, a ajouté Marcus, sortant 3 verres d'un sac en toile. Alors que nous étions assis à l'une des tables, portant un toast à ma pâtisserie malgré les déceptions de la journée, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille dans laquelle j'étais née ne comprendrait peut-être jamais ou ne valoriserait jamais mon rêve, mais peut-être que je trouvais un nouveau genre de famille ici même dans ce quartier, avec des gens qui étaient présents quand cela comptait. Le lendemain de mon inauguration, je suis arrivé tôt à la pâtisserie pour me préparer à ma 2e journée d'activité. Déterminé à aller de l'avant malgré la déception de la veille, je me suis concentré sur l'ajustement de mes offres en fonction de ce qui s'était bien vendu. J'étais plongé jusqu'au coude dans la pâte quand les cloches au-dessus de la porte ont tinté. Jetant un coup d'œil à ma montre, j'ai réalisé que j'avais oublié de verrouiller la porte d'entrée, et il était encore 30 minutes avant l'heure d'ouverture. Désolé, nous ne sommes pas encore ouverts, ai-je lancé, sans lever les yeux de mon travail. C'est évident au vu des tables vides, répondit la voix sèche de mon père. Ma tête s'est redressée d'un coup. Là, entrant dans ma pâtisserie comme une délégation d'entreprise, se trouvait toute ma famille. Papa menait la marche en costume d'affaires, un portefeuille en cuir sous le bras. Maman suivait, son regard critique balayant l'espace, notant chaque détail avec la même expression qu'elle utilisait pour inspecter les services de l'hôpital. Rosie est entrée ensuite, un sac à main de créateur se balançant à son coude, des lunettes de soleil perchées sur sa tête malgré le matin nuageux. Une tablette à la main affichait le visage de Tyler, apparemment en appel vidéo depuis New York. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, en essuyant la farine de mes mains. « Réunion de famille », annonça papa, choisissant la plus grande table et faisant signe à tout le monde de s'asseoir. « Nous devons discuter de la situation de la pâtisserie. »« Je me prépare pour les clients », dis-je en regardant l'horloge. « Nous ouvrons dans 30 minutes. » D'après ce que nous avons observé hier, je doute que vous soyez débordé d'affaires, dit maman, son ton sympathique, mais ses mots tranchants. J'ai tressailli mais j'ai essayé de garder mon calme. Vous avez observé ? Aucun de vous n'était ici hier. Les réseaux sociaux existent pour une raison, lança Rosie en tapotant sur son téléphone. Les géolocalisations et les enregistrements pour cet endroit ne cassaient pas vraiment Internet. La voix métallique de mon frère sortit de la tablette. J'ai examiné les données démographiques du quartier et les schémas de fréquentation. Cet emplacement présente des fondamentaux problématiques pour une entreprise alimentaire spécialisée. Ils avaient surveillé mon jour d'ouverture de loin tout en célébrant Rosie. Cette prise de conscience ajouta une nouvelle douleur aux blessures de la veille. Papa ouvrit son portefeuille et sortit une pile de papier. Nous avons discuté de votre situation, et nous pensons avoir une solution qui minimisera les dégâts. Ma situation, ai-je répété, la colère commençant à monter sous le choc. Hélène, chérie, maman se pencha en avant, sa voix baissant pour prendre le ton doux qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux patients de l'hôpital. Nous comprenons tous l'attrait de poursuivre un rêve. Mais parfois, les rêves doivent être ajustés pour s'aligner sur la réalité. Nous pouvons t'aider à vendre cet endroit avant que tu ne perdes tout, continua papa, faisant glisser des documents sur la table. J'ai contacté un agent immobilier commercial spécialisé dans les propriétés de restauration. Il pense qu'avec des pertes minimes, nous pouvons te sortir de ce bail et récupérer une partie de ton investissement. J'ai regardé les papiers, réalisant qu'il s'agissait de contrats de mise en vente pré-remplis, prêts pour ma signature. Ils avaient préparé cela avant même de voir ma pâtisserie en activité pendant une journée complète. Maman plongea la main dans son sac à main et en sortit plusieurs papiers pliés. J'ai pris la liberté de remplir des demandes d'admission en faculté de médecine pour 3 programmes qui acceptent les admissions tardives. Tes notes de premier cycle étaient suffisamment bonnes pour que, avec la bonne lettre de motivation expliquant ce détour, tu puisses commencer les cours cet automne. Le visage de Tyler sur l'écran semblait presque ennuyé. J'ai fait les calculs, Hélène. D'après les moyennes de l'industrie et ton emplacement, tu te diriges vers l'insolvabilité d'ici 4 mois. 6. Si tu réduis considérablement les dépenses,
ce qui compromettrait davantage la qualité et accélérerait le cycle de l'échec. Rosie, qui avait pris des photos de ma pâtisserie pendant qu'il parlait, rejoignit enfin la conversation. Écoute, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. J'ai convaincu mon patron d'ouvrir un poste de premier échelon dans notre département marketing. Le salaire n'est pas génial, mais avec ton expérience, tu pourrais gravir les échelons rapidement. Je ne suis pas censé faire de favoritisme, mais, elle haussa les épaules, son expression indiquant clairement que c'était une concession majeure offerte par pitié. Ils continuaient à parler les uns par-dessus les autres, décrivant mon échec et leurs solutions. Mon rêve, réduit à un problème nécessitant leur intervention. Mes années de travail, rejetées comme une phase mal avisée. Leur absence de la veille, recadrée comme un détachement rationnel plutôt qu'un abandon blessant. Pendant qu'ils parlaient, les cloches au-dessus de la porte tintèrent à nouveau, et Madame Bellet entra, portant un petit panier cadeau. Elle s'arrêta net à la vue de ma famille réunie autour de la table. « Hélène, ma chère, je suis venue te féliciter pour ton ouverture. »« Est-ce votre famille ?» demanda-t-elle en s'approchant avec un sourire chaleureux. Papa leva les yeux avec l'expression dédaigneuse qu'il réservait au personnel de service. « Nous sommes au milieu d'une discussion privée. Peut-être pourriez-vous revenir pendant les heures d'ouverture. » Le sourire de Madame Bellet ne faiblit pas, « Je suis Adélaïde Bellet, propriétaire de la pâtisserie Bellet. » Enfin, des pâtisseries Bellet maintenant, puisque nous nous sommes étendus à 5 emplacements. Elle tendit la main, que papa sembla soudain plus intéressé à serrer. Je connais Hélène depuis qu'elle a 16 ans et j'ai immédiatement reconnu son talent exceptionnel. L'atmosphère changea subtilement. Le succès était un langage que ma famille comprenait, et Madame Bellet le parlait couramment. Maman se redressa sur sa chaise. Rosie baissa son téléphone. Même l'expression de Tyler sur l'écran de la tablette s'aiguisa d'intérêt. 5 emplacements, répéta papa. C'est un bel accomplissement dans une industrie aussi compétitive. En effet, c'est pourquoi j'ai une confiance totale dans le succès d'Hélène, répondit Madame Bellet, en posant le panier cadeau sur le comptoir. Sa créativité et son sens des affaires me rappellent moi-même à son âge, bien que j'ose dire que ses compétences techniques surpassent ce qu'étaient les miennes à l'époque. Elle se tourna vers moi avec une fierté sincère. Je voulais apporter ce panier de bienvenue et te dire à quel point je suis désolé d'avoir manqué ton ouverture. Mon vol de la conférence de pâtisserie à Chicago a été retardé. Le contraste entre le regret sincère de Madame Bellet d'avoir manqué une journée et l'absence totale de ma famille malgré des semaines de préavis flottait dans l'air comme une odeur de sucre brûlé. Vous savez, continua Madame Bellet, apparemment inconsciente de la tension, Elisa parlait constamment du talent de sa petite fille à notre club de pâtisserie communautaire. Elle a toujours dit que tu dépasserais toutes les attentes, Hélène. Elle croyait que ta compréhension de la façon dont la nourriture rassemble les gens était ton véritable don. Un souvenir refit surface, vif et douloureux, grand-mère Elisa essayant de convaincre mes parents d'assister à ma présentation culinaire au lycée. Leur refus poli, son expression déçue mais pas surprise. Elle avait toujours su qu'ils ne comprendraient jamais ma passion. Quelque chose en moi s'est brisé et s'est reformé à ce moment-là, plus fort et plus défini. Pourquoi aucun de vous n'est venu hier, ai-je demandé, interrompant l'argument financier que Tyler était en train de faire via la tablette. Un silence inconfortable s'installa. Ma famille échangea des regards de communication silencieuse et familière. Nous te l'avons dit, la fête de promotion de Rosie, dit finalement maman. C'était un conflit que nous ne pouvions pas éviter, ajouta papa. Le PDG de l'entreprise était là, souligna Rosie. C'était un moment décisif pour ma carrière. Je secouai la tête. La fête a commencé à midi. Mon ouverture a commencé à 9 heures. Vous auriez pu venir même pour 30 minutes. L'un de vous, n'importe lequel d'entre vous? Plus de silence inconfortable. Dites-moi juste la vérité, insistai-je. Pour une fois, soyez honnête sur la raison pour laquelle ma pâtisserie, mon rêve, ne valait même pas une brève apparition. Ce fut Tyler qui dit finalement la vérité, sa présence numérique rendant peut-être l'honnêteté plus facile. La famille en a discuté et a décidé que participer à l'événement de Rosie envoyait le bon message sur les réussites que la famille valorise. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Vous en avez discuté, tous. Vous avez pris une décision collective de ne pas me soutenir. Maman rougit mais releva le menton de manière défensive. Les vraies réussites méritent de vraies célébrations, Hélène. Ta sœur a travaillé incroyablement dur pour mériter son poste. Et moi non?
J'ai fait un geste vers ma pâtisserie, ma voix montant. J'ai cumulé 3 emplois pendant 7 ans pour économiser pour cet endroit. J'ai testé des centaines de recettes, construit un plan d'affaires, obtenu un bail, navigué entre les permis et les codes sanitaires, et créé quelque chose à partir de rien. En quoi n'est-ce pas une réussite? C'est un bel effort, dit papa de son ton condescendant. Mais soyons réalistes quant à la différence entre ouvrir une petite pâtisserie et devenir la plus jeune directrice d'une entreprise du Fortune 500. Nous essayons de t'aider, ajouta maman. Avant que cette situation ne devienne encore plus dommageable financièrement. Papa tapota les contrats de mise en vente. Tu as 2 choix, Hélène. Tu peux signer ces papiers et commencer le processus pour te sortir de cette erreur avec notre aide, ou tu peux continuer sur cette voie sans notre soutien, financier ou autre. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé chacun de leurs visages, ne voyant pas de méchanceté, mais une conviction sincère qu'ils agissaient dans mon meilleur intérêt. Ils ne pouvaient vraiment pas voir la valeur de ce que j'avais construit parce que cela ne correspondait pas à leur définition du succès. Madame Bellé posa une main rassurante sur mon épaule. Les premiers clients de la journée regardaient à travers les vitrines, attendant l'heure d'ouverture. Je pense que vous devez tous partir maintenant, dis-je calmement. J'ai une entreprise à gérer. Hélène, commença papa, sa voix se durcissant. Non. Le mot sortit plus fort que je ne l'avais prévu. Toute ma vie, vous avez traité ma passion comme une phase à dépasser, un passe-temps à tolérer, ou une erreur à corriger. Aucun de vous n'est venu hier pour le jour le plus important de ma vie professionnelle. Maintenant, vous arrivez avec des plans pour démanteler mon rêve avant même qu'il n'ait eu une chance de réussir. Je ne veux pas de votre aide. Pas comme ça. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. S'il vous plaît, partez. Les clients attendent. Ils rassemblèrent lentement leurs papiers, leurs expressions allant du choc à la blessure en passant par la colère. Alors qu'ils passaient devant moi, papa s'arrêta. Cette conversation n'est pas terminée, dit-il doucement. Quand tu seras prête à être raisonnable, appelle-nous. Les cloches tintèrent à leur départ, et j'accueillis mes premiers clients avec un sourire professionnel qui cachait la tempête qui faisait rage à l'intérieur. La semaine qui a suivi l'intervention impromptue de ma famille a été la période la plus sombre depuis l'ouverture de Sweet Gathering. Malgré ma prise de position courageuse ce matin-là, leurs paroles avaient planté des graines de doute qui grandissaient avec chaque journée d'activité lente. Mon énergie créative initiale s'est estompée, et je me suis retrouvé à accomplir les tâches de gestion de la pâtisserie sans la passion qui avait auparavant alimenté chaque lot de pâtes. Les ventes ont diminué à mesure que mon propre enthousiasme déclinait. Les clients pouvaient sentir la différence tant dans l'atmosphère que dans la nourriture. Là où mes pâtisseries avaient été créées avec joie et attention aux détails, elles étaient maintenant produites avec une compétence technique mais manquaient de la touche spéciale qui les avait rendues exceptionnelles. Annie a remarqué le changement immédiatement. Elle a commencé à passer tous les jours, apportant parfois le déjeuner, d'autres fois simplement s'asseyant avec moi pendant les périodes creuses. Marcus a pris l'habitude d'apporter le café de l'après-midi et de rester pour aider au nettoyage. Leur soutien silencieux m'a permis de continuer à fonctionner quand abandonner semblait le plus facile. Ma famille, pendant ce temps, poursuivait sa campagne de pression inquiète. Papa envoyait des messages quotidiens sur « l'agent immobilier qui est prêt quand tu le seras ». Maman transférait des informations sur les orientations des facultés de médecine avec des notes comme « je garde juste des options ouvertes pour toi, ma chérie ». Les réseaux sociaux de Rosie présentaient des publications pas si subtiles sur « savoir quand pivoter » et « échouer pour mieux avancer ». Tyler envoyait des feuilles de calcul projetant le déclin de mon entreprise avec une précision clinique. Le développement le plus douloureux est survenu lorsque j'ai découvert, par un commentaire désinvolte d'une cousine éloignée venue à la pâtisserie, que ma famille avait activement découragé les membres de la famille élargie de soutenir mon entreprise. On nous a dit que tu étais en train de régler tes affaires et que tu préférais avoir de l'espace pour traverser ce processus, a-t-elle expliqué maladroitement. Sinon, nous serions tous venus à ton ouverture. Chaque nuit, je rentrais à mon appartement, physiquement épuisé et émotionnellement vidé. La pâtisserie n'était pas en faillite, mais elle avait du mal à prendre son envol. La fréquentation du quartier ne se convertissait pas en clients réguliers au rythme que j'avais projeté. Les touches spéciales qui rendaient Sweet Gathering unique exigeaient du temps et de l'énergie que j'avais de plus en plus de mal à trouver chaque jour. 2 semaines après l'ouverture, en nettoyant un placard de rangement pour faire de la place pour des fournitures supplémentaires, j'ai découvert une boîte poussiéreuse que j'avais emballée mais oubliée.
À l'intérieur se trouvait le journal de recettes de grand-mère Elisa, rempli de son écriture et de notes en marge. En feuilletant les pages familières, une enveloppe scellée est tombée, mon nom écrit de son écriture tremblante. Je l'ai fixée, réalisant qu'elle devait l'avoir placée là avant sa mort, anticipant peut-être que je la trouverais lorsque j'ouvrirais enfin ma pâtisserie. Avec des doigts tremblants, j'ai brisé le sceau et déplié la lettre à l'intérieur. Ma très chère Hélène, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le courage de poursuivre ton rêve malgré tous les obstacles. J'ai toujours su que tu le ferais. Dès la première fois que tes petites mains se sont enfoncées dans la pâte à côté des miennes, j'ai vu en toi un don spécial, non seulement pour la pâtisserie, mais pour comprendre comment la nourriture apporte joie et connexion aux autres. Les larmes brouillaient ma vision alors que je continuais à lire. Tes parents et tes frères et sœurs ne comprendront peut-être jamais ta passion comme moi. Ils mesurent le succès selon les normes de la société, tandis que tu le mesures par le bonheur que tu crées. Aucune des deux approches n'est fausse, simplement différente. Mais ne doute jamais que ton chemin est valide et précieux. Le monde a autant besoin d'artistes et de personnes bienveillantes que de dirigeants et de professionnels. La lettre continuait, racontant des souvenirs spécifiques de notre temps ensemble et ses observations sur ma croissance en tant que pâtissière. Elle mentionnait des recettes que nous avions créées, des techniques qu'elle m'avait apprises, et des moments où ma perspective unique avait amélioré une approche traditionnelle. Souviens-toi, ma douce, que le succès ne se mesure pas à la reconnaissance des autres, mais à l'épanouissement que tu trouves dans ton travail et aux vies que tu touches avec tes dons. Ma plus grande joie a été de te voir découvrir ta passion. Mon plus grand espoir est que tu la nourrisses, même lorsque les autres ne peuvent pas voir sa valeur. La lettre se terminait par un post-scriptum qui a fait céder la digue de mes émotions. PS. Le véritable ingrédient secret de toute recette est l'amour. Ta pâtisserie réussira parce que personne ne comprend cela mieux que toi. Je suis resté assise sur le sol de la réserve, serrant sa lettre, sanglotant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Puis, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose changer en moi. Grand-mère Elisa avait toujours cru en moi, non pas malgré mon chemin différent, mais à cause de lui. Sa validation n'avait jamais dépendu de ma conformité aux critères de succès traditionnels. Elle m'avait aimé pour exactement qui j'étais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis avant l'ouverture. Je suis arrivé tôt à la pâtisserie et j'ai commencé à créer de nouvelles recettes. Pas les articles en hommage à la famille qui étaient restés largement invendus, mais des créations qui reflétaient mes véritables sensibilités. J'ai développé un sablé citron lavande qui capturait l'élégance simple que j'admirais. J'ai perfectionné un pain au levain chocolat noir et cerise qui équilibrait complexité et réconfort. J'ai créé une galette aux fruits de saison à l'apparence désordonnée et rustique mais aux saveurs harmonieuses qui faisaient fermer les yeux aux clients de plaisir dès la première bouchée. Annie a remarqué le changement immédiatement quand elle est passée cet après-midi-là. La lumière est de retour dans tes yeux, a-t-elle observé. Que s'est-il passé? Je lui ai montré la lettre de grand-mère Elisa et lui ai expliqué comment elle m'avait rappelé pourquoi j'avais commencé la pâtisserie en premier lieu. J'ai essayé de prouver ma valeur à des gens qui mesurent selon une échelle différente. Il est temps que j'arrête de chercher leur validation. Tu sais, dit Annie pensivement, nous, les nouveaux arrivants dans ce quartier, luttons tous avec la lente construction de la notoriété auprès des clients. Et si nous créions un événement ensemble, quelque chose pour mettre en valeur toutes nos entreprises et renforcer les liens communautaires? Marcus, arrivant avec son café habituel de l'après-midi, a entendu la suggestion et l'a immédiatement développée. Un rassemblement communautaire. Exactement ce pourquoi ta pâtisserie est nommée. Nous pourrions avoir des lectures d'auteurs locaux dans ma boutique, des mini-cours d'arrangement floral d'Annie, et des pâtisseries vedettes de ta part. L'idée a pris racine et a commencé à grandir. Pour la première fois depuis mon désastreux jour d'ouverture, j'ai ressenti à nouveau de l'excitation. Pas l'espoir désespéré de l'approbation familiale qui avait coloré mon inauguration, mais quelque chose de plus durable, une vision basée sur la connexion communautaire plutôt que sur la validation familiale. Lucie Chen, la journaliste qui avait couvert mon ouverture, a appelé cette semaine-là pour savoir comment les affaires progressaient. Quand j'ai mentionné l'événement communautaire que nous planifions, elle a immédiatement proposé d'écrire un article de fond. C'est exactement le genre de coopération commerciale locale que le Chronicle aime mettre en avant, a-t-elle expliqué. Un événement collaboratif mettant en vedette plusieurs nouvelles entreprises pourrait attirer l'attention de toute la ville, pas seulement du quartier. Ce soir-là, j'ai pris la décision la plus difficile depuis l'ouverture de la pâtisserie.
J'ai créé un nouvel article signature appelé « L'héritage d'Elisa », une brioche à la cannelle avec une garniture à la pomme et un glaçage au beurre noisette qui combinait des éléments des deux recettes les plus appréciées de ma grand-mère. Je l'ai placé bien en vue dans ma vitrine avec une petite carte expliquant sa signification. Ce que je n'ai pas fait, c'est créer de nouveaux articles portant les noms de ma famille immédiate ou leur envoyer des invitations à l'événement communautaire à venir. L'annonce serait diffusée sur les réseaux sociaux et par les canaux locaux, mais je ne chercherai plus désespérément leur approbation ou leur présence. Alors que je fermais la pâtisserie ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un autre texto de mon père. Le marché de l'immobilier commercial se réchauffe. Nous devrions mettre en vente bientôt avant que les valeurs ne baissent davantage. Appelle-moi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti une pointe de douleur ou de doute en lisant son message. Au lieu de cela, j'ai ressenti la calme certitude que je choisissais ma propre voie. Que Sweet Gathering réussisse ou échoue, ce serait selon mes propres termes, comme le reflet de ma vision plutôt qu'un compromis conçu pour gagner une approbation que je ne recevrai peut-être jamais. Les 3 semaines qui ont suivi ma découverte de la lettre de grand-mère Elisa ont été remplies d'une activité déterminée alors qu'Annie, Marcus et moi planifions notre événement, rassemblement communautaire. Ce qui avait commencé comme une simple promotion croisée s'est transformé en une célébration à l'échelle du quartier alors que d'autres entreprises locales se sont jointes à notre effort. La boutique de vêtements vintage en bas de la rue a proposé de fournir des tenues pour un petit défilé de mode. La brasserie artisanale du coin a créé une pale ale spéciale pour accompagner mes pâtisseries. Même le studio de yoga a accepté d'organiser des mini-sessions gratuites dans le parc en face de nos boutiques. Plutôt que de chercher une validation externe, je me suis concentré sur une connexion authentique. Ma stratégie sur les réseaux sociaux est passée de photos de nourriture parfaitement mises en scène à des aperçus des coulisses de la vie de la pâtisserie. J'ai partagé des histoires sur le développement de recettes, y compris les échecs et les succès. J'ai publié des articles sur les relations qui se formaient entre les clients réguliers qui se rencontraient à mes tables. La réponse a été immédiate et positive, avec un engagement croissant à mesure que les gens se connectaient au parcours authentique plutôt qu'à une façade polie. L'article de Lucie Chen est paru dans le Neighborhood Chronicle 2 semaines avant notre événement, soulignant l'esprit de collaboration des nouvelles entreprises. La propriétaire de la pâtisserie Sweet Gathering, Hélène Marshall, illustre l'entrepreneuriat axé sur la communauté qui revitalise le district, écrivait-elle. Son approche traite la nourriture non seulement comme un produit, mais comme un moyen de connexion humaine. L'article a été largement partagé en ligne, attirant l'attention de publications à l'échelle de la ville et de blogueurs culinaires. Mes abonnés sur les réseaux sociaux ont augmenté régulièrement, beaucoup exprimant leur enthousiasme pour l'événement à venir. Pour la première fois, j'ai senti ma pâtisserie prendre un véritable élan, porté par un intérêt authentique plutôt que par obligation. Je n'ai pas envoyé d'invitation à ma famille pour le rassemblement communautaire, mais j'ai publié des annonces publiques sur toutes les plateformes. Leur présence serait entièrement leur choix, basé sur un intérêt sincère plutôt que sur la culpabilité ou la manipulation. Le matin de l'événement est arrivé avec un temps parfait de début d'automne, assez frais pour rendre les boissons chaudes attrayantes, mais assez ensoleillé pour les activités de plein air. Je pâtissais depuis minuit, préparant un menu élargi comprenant à la fois les favoris des clients et des articles spéciaux créés spécifiquement pour la journée, y compris une présentation proéminente des brioches à la cannelle, l'héritage d'Elisa. Annie est arrivée à l'aube avec des arrangements floraux élaborés pour l'intérieur et l'extérieur de la pâtisserie. Marcus a installé un chariot d'échange de livres avec des titres sur le thème de la pâtisserie. À 9h, 1 heure avant l'ouverture officielle, une file d'attente s'était déjà formée devant Sweet Gathering. C'est vraiment en train de se produire, ai-je murmuré à Annie en regardant par la fenêtre la foule grandissante. C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose d'authentique, a-t-elle répondu en me serrant la main. Quand nous avons ouvert les portes, les gens ont afflué de manière continue, remplissant la pâtisserie d'énergie et de conversation. Les vitrines se sont vidées plus vite que je ne pouvais les réapprovisionner, avec l'héritage d'Elisa qui s'est vendu en moins d'1 heure. Chaque table était occupée par des clients partageant l'espace avec des étrangers qui sont rapidement devenus des partenaires de conversation. La communauté que j'avais imaginée en nommant ma pâtisserie se manifestait sous mes yeux. En milieu de matinée, une silhouette familière est apparue au comptoir. Madame Bellet se tenait là, rayonnante de fierté, accompagnée de 3 autres femmes. Hélène, voici quelques-unes de mes anciennes employées qui ont ensuite ouvert leur propre pâtisserie à succès, les a-t-elle présentées. Nous avons formé une sorte de réseau de mentorat, et nous serions ravis de t'accueillir parmi nous. Alors que je la remerciais, submergé par l'offre, j'ai remarqué que mon téléphone vibrait de notifications.
Des photos du rassemblement communautaire étaient largement partagées, y compris par des influenceurs culinaires qui avaient fait le déplacement spécialement pour y assister. Le hashtag SweetGathering était en tendance localement, avec des gens publiant des images de leurs achats et de l'atmosphère animée. À midi, il est devenu clair que j'avais sous-estimé l'affluence. Les stocks de pâtisseries diminuaient dangereusement malgré ma préparation intensive. J'envisageais une fermeture anticipée lorsque Lucie Chen est arrivée avec le propriétaire du Riverfront Restaurant, l'un des établissements de la ferme à la table les plus populaires de la ville. « Marc a une proposition intéressante pour toi », a dit Lucie après nous avoir présenté. « Il a goûté tes pâtisseries et veut discuter d'un partenariat potentiel. » Marc a expliqué qu'il cherchait une pâtisserie locale pour fournir du pain et des desserts à son restaurant. « Tes profils de saveur et ton engagement envers des ingrédients de qualité correspondent parfaitement à notre philosophie, a-t-il dit. Nous commencerions par une petite commande hebdomadaire, mais si cela fonctionne bien, nous pourrions l'étendre considérablement. Alors que je discutais de la logistique avec Marc, j'ai repéré une femme qui photographiait mon menu et ma vitrine avec un appareil photo professionnel. Elle s'est présentée comme une représentante du comité de subvention pour le développement des petites entreprises. Nous nous concentrons sur les entreprises locales innovantes qui contribuent à la revitalisation des quartiers, a-t-elle expliqué en me tendant sa carte. Votre approche collaborative avec les entreprises voisines est exactement le type de modèle de développement économique que nous cherchons à soutenir. J'aimerais beaucoup vous envoyer les dossiers de demande de subvention. La journée a continué à dépasser toutes les attentes. À l'heure de la fermeture, SweetGathering avait servi plus de clients en une seule journée que pendant toute la semaine précédente. Toutes les pâtisseries avaient été vendues, des liens commerciaux s'étaient formés, et plus important encore, la pâtisserie s'était établie comme un véritable centre communautaire. Alors que je comptais les recettes ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto d'une source inattendue. Mon père avait envoyé un message formel, « J'ai vu la couverture de ton événement aujourd'hui. Félicitations pour l'affluence. Disponible pour discuter de stratégie de croissance si tu es intéressé. » Aucune chaleur, aucune admission de son mépris antérieur, mais une reconnaissance d'un succès observable. Il a été suivi de messages du reste de la famille en succession rapide. Maman, ta pâtisserie était ravissante sur les photos en ligne. Les arrangements floraux étaient exquis. Tu as toujours eu l'œil pour l'esthétique. Rosie, cette stratégie de médias sociaux génère un engagement sérieux. Approche intelligente en ciblant l'angle communautaire. Mon équipe en a discuté aujourd'hui. Tyler, les comptes de gros fournissent des flux de revenus stables. La connexion avec le restaurant vaut la peine d'être poursuivie. Je peux envoyer une analyse comparative si cela peut t'aider. Leurs messages reflétaient leurs perspectives inchangées, chacun voyant mon succès à travers son propre prisme professionnel plutôt que de comprendre ce qui comptait vraiment pour moi. Pourtant, il y avait un nouveau ton de respect, bien que réticent, dans leur communication. J'ai répondu poliment mais brièvement à chacun, ne cherchant ni leur approbation ni ne rejetant leur tentative d'ouverture. Mon attention restait concentrée sur la construction de ce que j'avais commencé plutôt que sur la justification de moi-même à leurs yeux. Dans les semaines qui ont suivi, SweetGathering a connu une croissance régulière. Le partenariat avec le Riverfront Restaurant a fourni un revenu de gros fiable qui a stabilisé les finances. Plusieurs autres restaurants ont pris contact avec des demandes similaires. La demande de subvention pour petite entreprise est passée au tour final d'examen. Plus important encore, des clients réguliers ont commencé à se former, des personnes dont j'ai appris à connaître les noms et les préférences, dont les vies croisaient la mienne par le simple biais de la nourriture partagée dans un espace accueillant. Un mois après l'événement de rassemblement communautaire, SweetGathering a enregistré sa première semaine constamment rentable. Cette étape m'a incité à embaucher ma première employée, Jessica, une diplômée d'école culinaire qui partageait ma philosophie sur la nourriture comme moyen de connexion. Avec de l'aide en cuisine, je pouvais me concentrer davantage sur le développement créatif et les aspects de construction de la communauté de l'entreprise. Ma famille maintenait une distance prudente, envoyant occasionnellement des messages qui révélaient qu'ils suivaient mes progrès de loin. Leur communication portait toujours un courant sous-jacent de surprise face à mon succès continu, comme s'ils attendaient toujours l'échec qu'ils avaient prédit. Je répondais avec des mises à jour polies mais ne ressentais plus le besoin désespéré de leur compréhension qui m'avait autrefois consumé. Dans ce nouveau chapitre, j'ai trouvé une confiance tranquille grandir. SweetGathering devenait exactement ce que j'avais imaginé, non pas parce que j'avais enfin gagné l'approbation de ma famille, mais parce que j'avais cessé de mesurer le succès à leurs normes et commencé à vivre selon les miennes.
6 mois après l'événement de rassemblement communautaire, Sweet Gathering avait évolué au-delà de ma vision initiale de la plus merveilleuse des manières. La pâtisserie s'était établie comme une institution de quartier, avec des clients réguliers devenus des amis et une réputation qui attirait des visiteurs de toute la ville. La subvention pour petite entreprise avait financé une cuisine agrandie et l'ajout de sièges extérieurs, permettant une production et une capacité accrue. Mon innovation la plus significative a été la création des « Dimanches de la famille de cœur », un événement mensuel où les clients pouvaient réserver toute la pâtisserie pour un repas communautaire partagé. Je fournissais l'espace, le pain et les desserts, tandis que les participants apportaient des plats à partager. Le concept a profondément résonné auprès des personnes en quête de liens dans un environnement urbain souvent fragmenté. Annie, Marcus et plusieurs autres propriétaires d'entreprises locales étaient devenus mes amis les plus proches et mes conseillers les plus fiables. Nous nous réunissions chaque semaine pour partager les défis et les victoires commerciales, nous soutenant mutuellement à travers les inévitables hauts et bas de l'entrepreneuriat. Le réseau de mentorat de Madame Bellet m'a offert des opportunités de développement professionnel que je n'aurais jamais pu obtenir seul, et sa sagesse m'a aidé à naviguer avec confiance dans des décisions commerciales complexes. Ma relation avec ma famille est entrée dans une nouvelle phase durant cette période, une phase caractérisée par une reconstruction prudente selon mes termes plutôt qu'une recherche désespérée d'approbation selon les leurs. Le changement a commencé subtilement avec leur reconnaissance progressive de Sweet Gathering comme une entreprise légitime plutôt qu'un passe-temps ou une phase. Le premier changement significatif s'est produit lorsque mon père a assisté à un événement spécial à la pâtisserie sans tenter d'offrir des conseils commerciaux non sollicités. Il est arrivé seul, a observé les opérations avec son œil analytique, et a acheté plusieurs articles avant de partir avec un simple « Tu as construit quelque chose de fonctionnel ici ». De la part de mon père, cela constituait un grand compliment. Plus important encore, il était venu de sa propre initiative et s'était engagé dans mon monde sans essayer de le refaire selon ses propres normes. Ma mère a commencé à passer de temps en temps avec des amis, une forme de reconnaissance sociale qui signifiait plus que ces mots. J'ai parlé de ta pâtisserie à mon conseil d'administration de l'hôpital, a-t-elle mentionné lors d'une visite, une pointe de fierté sincère dans sa voix pour la première fois. Plusieurs d'entre eux sont devenus des clients réguliers. L'approche de Rosie pour la réconciliation passait par le respect professionnel avant la connexion personnelle. Ta présence sur les réseaux sociaux a des métriques d'engagement sérieuses, a-t-elle noté lors d'une rare visite dominicale. Mon équipe a même fait référence à ta stratégie de construction de communauté dans une présentation récente. Plus tard, plus doucement, elle a ajouté, je pense que je compare nos accomplissements depuis que nous sommes enfants. Peut-être pourrions-nous simplement être des sœurs au lieu de concurrentes. Tyler a fait le geste le plus spectaculaire, venant de New York spécifiquement pour visiter la pâtisserie. Il est arrivé avec ses feuilles de calcul habituelles, mais aussi avec une humilité inhabituelle. Ta trajectoire financière a défié les projections standards de l'industrie, a-t-il admis. Je travaillais à partir de modèles qui ne tenaient pas compte du facteur d'investissement communautaire que tu as priorisé. Il y a des leçons à en tirer pour les approches commerciales traditionnelles. J'ai accueilli ces ouvertures avec un optimisme prudent. Les blessures de leur absence à mon ouverture et de leur tentative d'intervention ultérieure avaient guéri mais laissé des cicatrices. J'ai établi des limites sur la façon dont nous discutions de mon entreprise et de mes choix, indiquant clairement qu'un engagement respectueux était le bienvenu tandis qu'un comportement de contrôle ne l'était pas. Je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, ai-je dit à mon père lors d'une conversation particulièrement honnête, mais cela nécessite l'acceptation de qui je suis réellement, pas de qui vous souhaitez que je devienne. La guérison la plus profonde de ma vie, cependant, n'avait rien à voir avec la réconciliation familiale. Elle venait de la prise de conscience que ma valeur n'était pas déterminée par leur validation. Le parcours de la recherche de leur approbation à la découverte de ma propre mesure du succès m'avait transformé de manière bien au-delà de la propriété d'une entreprise. Alors que Sweet Gathering prospérait, j'ai agrandi l'espace pour inclure le coin d'Elisa, une zone spéciale présentant la photo de ma grand-mère, des livres de recettes et une petite bibliothèque de ressources sur la pâtisserie. Cet espace est devenu le cœur de nos programmes de sensibilisation communautaire, y compris des cours de pâtisserie gratuits pour les jeunes défavorisés et un rassemblement hebdomadaire de café pour les personnes âgées. Un an après l'ouverture, Sweet Gathering a été présenté dans l'article d'une publication nationale sur les modèles d'entreprise axés sur la communauté qui favorise la revitalisation des quartiers. L'auteur a souligné non seulement la qualité de nos produits, mais aussi la culture intentionnelle de la connexion qui rendait la pâtisserie spéciale. Marshall a créé plus qu'une entreprise prospère, concluait l'article. Elle a établi un modèle sur la manière dont les espaces commerciaux peuvent favoriser une communauté authentique à une époque d'isolement numérique.
Pour le premier anniversaire de Sweet Gathering, nous avons organisé une célébration qui a rempli la pâtisserie et débordé sur le trottoir. Ma famille était présente, non pas comme des personnages centraux, mais comme des invités parmi tant d'autres, prenant leur place dans la communauté plus large qui avait embrassé ma vision. En regardant l'assemblée ce soir-là, j'ai réalisé à quel point la réalité correspondait parfaitement au nom que j'avais choisi. Sweet Gathering était en effet devenu un lieu où la douceur, à la fois littérale et métaphorique, rassemblait les gens. Le voyage n'avait pas suivi le chemin que j'avais initialement imaginé, mais il m'avait mené à une destination plus significative que je n'aurais pu le prévoir. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise tout au long de cette année ne concernait pas la stratégie commerciale ni même la pâtisserie. Elle concernait la nature de la validation et la source de la vraie confiance. L'incapacité de ma famille à reconnaître la valeur de mon rêve avait initialement semblé être le plus grand obstacle à mon succès. En réalité, c'est devenu le catalyseur de ma croissance la plus significative. Parfois, nos rêves réussissent non pas malgré la déception familiale, mais parce qu'elles nous forcent à trouver notre véritable force. Lorsque la validation externe disparaît, nous devons apprendre à faire confiance à notre propre vision et à nos propres valeurs. Ce processus douloureux de séparation et de confiance en soi conduit finalement à une réussite plus authentique qu'un succès obtenu en se conformant aux attentes des autres. Alors que la célébration de l'anniversaire touchait à sa fin, j'ai trouvé un moment de calme pour remercier les personnes qui avaient vraiment soutenu mon parcours. Pas avec de grands discours, mais avec la connexion simple et honnête qui était devenue la marque de fabrique de Sweet Gathering. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire dans sa propre vie. Avez-vous déjà eu à choisir entre suivre votre passion et répondre aux attentes des autres? Avez-vous trouvé votre propre version d'une « famille de cœur » en chemin? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon parcours a résonné en vous. Merci de faire partie de ce doux rassemblement aujourd'hui. Souvenez-vous que vos rêves méritent d'être poursuivis avec le même dévouement que vous accordez au soutien des autres. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous trouver le courage de créer votre propre recette du bonheur.